18h06 sur l'antenne de Radio Puisalène. Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue sur notre antenne. Et on retrouve tout de suite toute l'équipe du club Cœur et Santé pour la dernière émission de l'année 2017. Bonsoir à toutes et à tous. Déjà la dernière émission. Eh oui, ça passe très vite à l'année, on s'en est pas rendu compte. C'est vrai que ça passe très très vite. Merci Nicolas de nous donner l'antenne ici en direct, justement pour une émission, on va dire spéciale avec le docteur Vauduit. Émission sur la santé comme chacun premier mercredi de chaque mois. Donc là, comme on vous l'a dit sur la bande-annonce, la chirurgie de l'obésité par le docteur Bousfia. Donc plusieurs personnes qui se trouvent justement autour de cette table et chacun d'entre vous va se présenter. Bonsoir aux auditeurs et bonsoir messieurs, dames. Bonsoir les auditeurs. Bonsoir. Alors docteur, je vous laisse vous présenter. Bonsoir, je suis ravi d'être là aujourd'hui, je vous remercie pour l'invitation. Je suis ravi de te trouver, cher collègue Tan Vauduit. Après quelques années, on a travaillé ensemble, notre ami Vauduit, cardiologue, et puis moi, chirurgien à côté. Donc, je vous remercie de cette invitation et qui, je pense, parler de l'obésité est quelque chose de très important pour la société, très important pour le vécu des obèses qui ne sont pas opérés ou des patients qui ont été opérés. C'est quelque chose qui est d'actualité. L'obésité est devenue un problème de santé publique, véritablement, puisque nous, dans la région de Hauts-de-France, on est en haut du palmarès, malheureusement, puisqu'on cumule un pourcentage aux alentours de 22% de la population qui sont obèses. 22%, donc on est la région où le taux d'obésité est le plus élevé dans toute la France. On est à 22% contre 10% en Île-de-France, et puis d'autres 10-14% au sud de la France. Voilà, donc c'est véritablement un fléau et il faudrait s'en occuper. C'est un problème de santé publique et la chirurgie, elle est bien sûr ici pour répondre à ce problème et résoudre le problème de nos patients et les aider à vaincre cette maladie. Hommes et femmes ? Hommes et femmes, bien sûr. Le pourcentage des femmes est beaucoup plus élevé que les hommes. On est à peu près à 80% de femmes et 10% d'hommes. Mais ça touche évidemment les deux sexes, y compris maintenant même les enfants et les adolescents. J'allais vous le demander, les enfants aussi. Tout à fait, oui. Tout à fait. Oui, alors j'allais te demander, à partir de quel âge tu opères les enfants ? Alors nous, on n'opère pas les enfants. D'accord. Les hôpitaux qui n'ont pas une autorisation spécifique de la Haute Autorité de Santé n'opèrent pas les enfants ni les adolescents. D'accord. Nous, on opère les adultes à partir de 18 ans. Pour tout ce qui est enfants et adolescents, ils sont dirigés vers des centres experts. Pour nous, le centre le plus proche, c'est Necker à Paris. D'accord. Et à partir de quel poids, au-dessus de la normale, on considère qu'une personne est obèse ? Alors, la définition, c'est en fonction de ce qu'on appelle l'IMC, l'indice de masse corporelle. C'est le poids sur la taille au carré. Nous, on commence à considérer une patiente comme obèse et on aura l'autorisation de l'opérer quand elle aura un IMC supérieur à 35. Supérieur à 35. Toute personne ayant un IMC compris entre 35 et 40 avec ce qu'on appelle des pathologies associées. C'est-à-dire soit du diabète, soit de l'hypertension artérielle, soit de l'apnée de sommeil, soit des problèmes ostéo-articulaires, soit une stéatose hépatique, la surcharge au niveau du foie. C'est une personne qui est éligible pour une intervention de chirurgie bariatrique. Supérieure à 40, on peut l'opérer avec ou sans comorbidité, c'est-à-dire avec ou sans pathologie associée. Donc entre 35 et 40, avec une pathologie associée, s'il n'a pas de pathologie associée, on ne l'opère pas, on n'aura pas l'autorisation. Et supérieur à 40, on peut avoir l'autorisation de la sécurité sociale pour les opérer. Il faut savoir que toutes ces interventions sont soumises à une demande d'entente préalable auprès de la sécurité sociale. Et si on n'a pas l'autorisation, on ne peut pas opérer ces personnes. Est-ce que tous les adultes peuvent se faire opérer ou est-ce qu'il y a des cas de santé où on ne peut pas opérer ? Pratiquement au contraire, toutes les personnes peuvent être opérées car les interventions n'apporteront que du bénéfice à ces personnes. On ne peut pas les laisser
parce qu'il y a une diminution de l'espérance de vie d'à peu près une dizaine d'années, et puis les pathologies s'aggravent. Donc l'obésité en elle-même, elle est génératrice de ce qu'on appelle des complications et des comorbidités. Donc toutes ces comorbidités vont s'aggraver. Le diabète, l'hypertension artérielle, les problèmes osteoarticulaires, les problèmes d'apnée de sommeil et tout ce qui suit vont s'aggraver. Donc toutes les personnes sont éligibles, sauf celles qui ont une contre-indication, je dirais, d'ordre anesthésique à une intervention chirurgicale. Des grosses insuffisants cardiaques, des grands insuffisants rénaux, ou bien parfois les personnes qui ont de grosses pathologies mentales. Elles sont exclues des interventions. Alors justement, par rapport à ça, il doit y avoir un suivi avant l'opération, je pense. Tout à fait. Tout à fait, ça c'est le plus important. Avant l'intervention, et je pense là, Valérie et Christelle pourront aussi apporter leur témoignage. Avant l'intervention, il faut qu'on les prépare pendant au moins 6 mois. Ah oui, quand même. Pendant oui. au moins 6 mois. C'est une durée qui est exigée par la Haute Autorité de Santé. Vous dites la préparer dans quel sens? Alors, cette préparation consiste tout d'abord à faire ce qu'on appelle une éducation nutritionnelle et diététique. Parce que souvent, ils ont des troubles de comportement alimentaire, c'est pour ça qu'ils deviennent obèses. Et le travail le plus important, c'est l'éducation diététique et nutritionnelle. Il y a aussi une évaluation psychologique, voir s'il n'y a pas d'autres raisons psychologiques qui pourraient expliquer le fait qu'ils vont vers l'alimentation d'une façon pathologique, qu'ils s'alimentent plus qu'il le faut, qu'ils grignotent plus qu'il le faut, qu'ils ont des poussées de boulimie. Donc c'est ça la préparation la plus importante. Ils assistent aussi à des ateliers, à des groupes de parole. Ils rencontrent des patientes qu'on a opérées avant, donc ils pourront en parler par la suite. Et puis il y a une évaluation générale qui consiste en une consultation auprès d'un cardiologue avec une échographie cardiaque, une consultation auprès d'un pneumologue avec une recherche d'apnée de sommeil, parce que souvent ils ont des apnées de sommeil qui sont même méconnues et que nous on détecte, on les appareille avant de les opérer, leur faire une épreuve fonctionnelle respiratoire des gaz du sang. Il faut qu'ils voient un gastro-entérologue qui va leur faire une fibroscopie, parce qu'on va essentiellement opérer un organe qui s'appelle l'estomac et on ne peut pas toucher cet organe avant de l'avoir exploré et de voir s'il n'y a pas une autre pathologie associée. C'est pour ça qu'ils vont avoir une fibroscopie par le gastro-entérologue. Ils vont avoir une prise de sang assez détaillée, une radio de poumon, une échographie du foie et à la fin, le rendez-vous final avec le médecin nutritionniste et endocrinologue. Alors, tout ça, vous dites 6 mois de préparation, ça se fait où? À l'hôpital ou chez eux? Non, ça se fait auprès des professionnels de santé. En majorité des cas, à l'hôpital, avec nos diététiciennes, avec notre psychologue, nos médecins nutritionnistes. Certains examens peuvent être faits à l'extérieur. Par exemple, l'avis du cardiologue, l'avis du pneumologue, l'avis du gastro-entérologue, l'échographie du foie et la radio de poumon peuvent être assurées, faites à l'extérieur. Mais en tout ce qui concerne la préparation diététique et surtout les ateliers, on veut le faire nous-mêmes car on a un pôle assez expérimenté en la matière. Je vois que c'est quand même assez sérieux, hein. C'est pas pris à la légère. Et une fois que vous avez votre dossier complet, là, vous intervenez en tant que chirurgien. Tout à fait. Voilà. D'accord. Lorsque le dossier est complet, le dossier est discuté dans ce qu'on appelle une concertation multidisciplinaire, dans un staff, entre tous les acteurs qui ont participé à la préparation de la personne. Les diététiciens, les psychologues, les médecins, les endocrinologues, les chirurgiens et les anesthésistes. Et une fois, et on vérifie la préparation, si la préparation est satisfaisante, l'autorisation est donnée par le staff pour faire l'intervention. Si la préparation est insuffisante, l'autorisation n'est pas donnée et la préparation sera prolongée. D'accord. Là, on arrive justement, c'est un dossier qui est quand même très important et il faut qu'il soit complet afin que vous puissiez intervenir pour faire l'opération de votre patient. Oui, tout à fait. Cette préparation, elle est primordiale. Il faut que rien ne manque dans le dossier à propos de cette préparation. Aucune consultation, aucun rendez-vous diététique ou psychologique ne soit raté. Et une fois tout est bouclé, le dossier est discuté au comité multidisciplinaire de pathologie bariatrique, où il siège donc les chirurgiens. Parce que je ne travaille pas tout seul à l'hôpital de Compiègne. Je profite de l'antenne
pour présenter mon équipe. Je suis avec mon collègue Dr Ginuso Federico qui pratique avec moi cette chirurgie et nos endocrinologues, 2 endocrinologues de l'hôpital de Compiègne-Noyon, Dr Jennifer Alain et Dr Sarah Elionsi, qui participent à la préparation des malades et la validation des dossiers ainsi que le pôle d'éducation avec nos infirmières, avec nos diététiciennes et notre psychologue. Et donc, une fois que le dossier est validé au staff de pathologie bariatrique, c'est à ce moment-là qu'on prévient le patient que son dossier est complet, on le prévient lui-même et son médecin traitant, et on l'invite à reprendre contact avec son chirurgien pour programmer l'intervention chirurgicale sous réserve de l'acceptation du médecin conseil de la sécurité sociale, auquel on fait aussi une demande d'entente préalable avant l'intervention. Alors, qui c'est qui s'occupe d'avoir justement tous ces dossiers complets? Parce que, comme vous dites, le staff, c'est quoi? Le staff, c'est une réunion mensuelle de tous les membres de la filière de la pathologie bariatrique. C'est eux qui vérifient le dossier et qui vérifient la réalisation des examens. Oui, alors je précise que chirurgie bariatrique, c'est la chirurgie de l'obésité. Voilà, parce que peut-être certains de nos auditeurs n'est pas habitués à ces termes. D'accord. Oui, tout à fait, oui. Tout à fait. Je profite pour présenter les autres invités. Vous pouvez vous présenter? Oui, alors bonsoir. Donc moi je suis Christelle. En fait, je suis une patiente du docteur Bousfilla, donc qui a subi une chirurgie de l'obésité en avril 2015. Donc je suis quelqu'un qui était atteint de l'obésité. Donc j'avais un poids de départ en fait à 154 kilos et au jour d'aujourd'hui en fait je pèse 91 kilos. Donc pour vous dire qu'en fait, voilà, je vais très bien et il n'y a pas du tout photo par rapport à ma vie d'avant. On se sent complètement revivre en fait. Vous dites en 2015, donc c'est-à-dire il y a... Depuis plus d'1 an, en fait, mon poids est stabilisé et j'ai aucun souci de santé, tout va bien en fait. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu votre parcours ? Alors mon parcours, donc à partir du moment en fait où j'ai décidé de subir donc la chirurgie de l'obésité, donc en fait j'ai pris rendez-vous avec le pôle éducation donc de l'hôpital de Compiègne-Noyon, où juste avant en fait j'avais rencontré le docteur Bousfilla en fait pour en parler et voir si si je rentrais en fait dans les critères pour subir une chirurgie de l'obésité. Donc à partir du moment où l'IMC avait été donc forcément à 154 kilos, j'étais largement dans l'IMC de morbidité. Donc du coup j'ai pris rendez-vous avec le pôle éducation donc préconisé par le docteur Bousfilla et là en fait j'ai commencé à faire toutes mes démarches, donc c'est-à-dire qu'en fait il y avait des examens à subir tels qu'une radio pulmonaire ou une échographie abdominale en fait. Ensuite donc j'ai rencontré une infirmière coordinatrice donc du pôle éducation. Et par la suite, donc j'ai rencontré donc une nutritionniste. J'ai rencontré également donc la psychologue qui fait un petit peu une évaluation. Donc soit en fait on est revu par la suite, soit elle fixe des rendez-vous, ou alors si jamais elle juge qu'il n'y a pas de soucis psychologiques, donc on n'a pas de rendez-vous prévu, mais par contre elle reste toujours à notre disposition. D'accord. Et donc comme le disait le docteur Bousfilla aussi, par la suite donc on rencontre aussi le gastro-entérologue, donc pour faire la fibroscopie, pour voir déjà s'il n'y a pas d'anomalie au niveau de l'estomac, puisque c'est l'organe en fait qui sera touché pendant l'intervention en fait. C'est ça qui va être coupé en deux ou comment ça se passe? En fait, c'est une grosse réduction de la capacité du volume de l'estomac. On vous ouvre Alors en fait, c'est une intervention qui est faite sous cœlioscopie. Donc, ce qui fait qu'au niveau des suites opératoires, en fait, c'est pas quelque chose qui est très douloureux au niveau cutané. Après, c'est plus au niveau gastrique parce que forcément, on a des petites brûlures au départ et au niveau de la réalimentation, on sent que c'est plus comme avant. C'est quoi la cœlioscopie? La cœlioscopie, en fait, c'est une intervention qui est faite par caméra et donc en fait, on a uniquement 3 petits trous de 2 fils ou de 2 agrafes au niveau de l'abdomen. Donc c'est quelque chose qui ne fait pas mal et en fait moi le soir même de mon intervention je m'étais déjà mise debout en fait. Oui. Est-ce que c'est une chirurgie ambulatoire, possible ou non? Tout à fait. Possible. Ouais, tout à fait. Il y a certains hôpitaux qui commencent à la pratiquer, surtout pour les sleeves, gastrectomies et les anneaux. On en parlera par la suite des techniques opératoires. Entre autres, le CHU d'Amiens
Il a déjà une expérience de 250 interventions de chirurgie et de l'obésité en ambulatoire. En ambulatoire, donc c'est-à-dire c'est en train de s'organiser. Oui, pour les auditeurs, en ambulatoire, c'est-à-dire que les gens viennent le matin et repartent le soir. Ils repartent le soir, tout à fait. Voilà. Ah, c'est bien ce qu'on appelle la chirurgie ambulatoire. Alors, à vous maintenant, vous vous présentez? Alors bonjour, moi je m'appelle Valérie, donc j'ai été opérée, il va y avoir 3 ans, là, dans quelques jours. Donc moi mon poids avant l'opération était de 116 kilos, aujourd'hui j'en fais entre 66 et 68. Mon poids maximum était quand même de 128, parce que voilà. Et écoutez, j'ai suivi le même parcours que Christelle, j'ai tout fait mon parcours à l'hôpital de Noyon-Compiègne. Et c'est vrai que c'est une autre vie. Enfin, moi, en fait, j'ai oublié, moi, que je me suis fait opérer de la sleeve. J'ai l'impression que c'est comme un accouchement, en fait. La douleur, enfin, tout ça, j'ai tout oublié, en fait. Et là, je vis complètement normalement. Je crois que vous êtes infirmière. Oui. Votre vie a complètement changé à partir du moment où vous avez été opérée? Ah oui, complètement. J'avais des douleurs au dos, enfin, même pour me bouger, pour faire du sport, c'était compliqué. Que là, maintenant, je marche, je fais du sport, beaucoup de vélo. Qu'est-ce qui vous a décidé justement de passer à cette opération? Ma maman, parce que ma maman est obèse morbide, elle n'a jamais travaillé et elle est obèse morbide et c'est ma maman, je voulais pas devenir comme elle. D'accord. Je sais pas si elle m'écoute là ce soir, mais voilà. Alors, votre maman, parce que elle est pas vieille, maman, et elle ne bouge plus, elle ne fait plus rien à cause du fait qu'elle est obèse. Oui. Alors nous, on dit assez souvent obésité morbide, c'est-à-dire obésité très importante. Hein. Oui, oui, parce que vous dites morbide. Oui, morbide, peut-être pour nos auditeurs, c'est. Oui, alors c'est ce que j'ai dit au début. Donc la définition, elle est très précise. C'est avec l'IMC. Un IMC inférieur à 35, c'est un surpoids. C'est pas une obésité morbide. C'est un surpoids. On les opère pas. L'IMC normal, il est à peu près de 22. Entre 35 et 40, supérieur à 35, on commence à parler de l'obésité morbide. Supérieur à 35. Donc en 35 et 40, avec des pathologies associées, supérieur à 40, avec ou sans pathologie associée, on peut opérer les patients. Donc moi, par exemple, avec mon poids de départ, en fait, de 154 kilos, j'avais une IMC de mémoire à 51, en fait. En fin de compte, c'est cette IMC qui décide si le patient a besoin ou il n'a pas besoin. C'est ça. Si les patients rentrent dans les critères. Voilà, c'est des critères. Voilà, c'est le patient rentre dans les critères d'opérabilité. L'IMC, c'est l'indice de masse corporelle. Une personne qui mesure, par exemple, 2 mètres et qui pèse 100 kilos, elle a un IMC normal. Une personne qui mesure 1 mètre 50 et qui pèse 100 kilos, c'est le même poids, elle a un IMC pathologique. Donc voilà, c'est l'indice de masse corporelle, c'est le poids sur la taille. C'est comme ça qu'on arrive à déterminer si une personne est obèse morbide ou pas. Et ça, c'est la première chose que l'on fait dans les examens. C'est la première chose. Voilà. Dès que le patient rentre à ma consultation, ou la patiente, on les mesure et on les pèse. D'accord. S'ils sont supérieurs à 35, on commence le parcours de préparation. S'ils sont inférieurs à 35, on les dirige vers les équipes médicales pour les aider à perdre du poids sans les opérer. Donc aujourd'hui, tout le monde peut mesurer donc son poids par rapport à sa taille. Il suffit de le faire. Comment ils font? Ils trouvent ça sur c'est partout. Oui, il y a des abacs. Ah oui, il y a des applications de les abacs sur Internet. Sur Internet, il suffit de noter. C'est très facile. D'accord, c'est aussi simple que ça. Ah, on peut le faire nous-mêmes. Vous tapez sur Google IMC et puis vous avez. Vous tapez IMC, vous avez des abacs, vous rentrez votre poids, votre taille. Votre poids, votre taille et votre IMC calculé directement. D'accord. D'accord. Donc voilà. Alors si vous avez des témoignages, éventuellement 03 44 75 30 00, éventuellement si vous voulez parler de ce qui vous est arrivé, si vous voulez poser des questions justement au docteur qui se trouve ici présent dans la salle d'interview. Alors, vous voulez continuer un petit peu votre parcours, nous en dire un petit peu plus éventuellement sur tout ce qui est, on va dire, à partir du moment où vous avez décidé, où vous avez fait votre IMC, ensuite qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez été pris en charge, vous n'êtes pas senti seul? Non, en fait, donc on a été pris en charge par ce que je disais tout à l'heure par rapport au pôle éducation, donc où en fait on a la nutritionniste, on a la psychologue, on a l'infirmière coordinatrice. Donc en fait, on se retrouve aussi à des ateliers, donc par exemple au niveau nutrition, où en fait on est une dizaine de personnes. Donc atteint d'obésité en fait. Donc on peut aussi en parler tous ensemble. On entend les choses tous ensemble et en fait on peut exprimer aussi notre vécu.
Et ce qui fait qu'en fait, on a une préparation et là, dans ces cas-là, on se rend compte que finalement, on n'est pas les seuls concernés. Et ça fait aussi du bien d'être en groupe parce qu'en fait, on revoit souvent les mêmes personnes dans les ateliers et on fait notre préparation plus ou moins ensemble. Et aussi, on se rend compte que l'obésité est une maladie. Voilà. Oui. Est-ce que vous pouvez, en quelque sorte, décrire pour nos auditeurs, d'une façon plus précise, ce qu'est un atelier? Alors, un atelier, par exemple, je vais prendre un atelier avec la nutritionniste. Donc, elle va nous expliquer un petit peu comment manger. Donc, c'est pas qu'est-ce qu'il faut manger, c'est de la manière dont on doit manger. C'est-à-dire qu'en fait, acheter des yaourts sans matière grasse, c'est pas ça en fait le but recherché. C'est manger équilibré, manger tout doucement. Savoir mâcher en fait, parce que quand on mange en fait souvent dans la vie actuelle en 5-10 minutes on a fini le repas, alors qu'un repas normalement c'est en minimum 20 minutes à 30 minutes en fait. Donc elle nous apprend comment manger, de quelle manière, donc c'est-à-dire manger tout doucement, prendre son temps et puis surtout après éviter tout ce qui est grignotage. Donc faire le repas du matin, très important, le repas du midi, faire le 4 heures et manger le soir en fait. Alors que c'est de façon, si vous mangez comme ça de façon équilibrée les 4 repas par jour, en fait, normalement, vous n'avez pas besoin de grignoter entre temps. Et le fait de manger tout doucement, en fait, vous avez l'impression de manger beaucoup plus. Parce que vous mâchez, votre repas, en fait, ça dure plus longtemps. Et du coup, vous êtes rassasié, en fait, finalement. Alors que si vous mangez vite, vous avalez, et en fait, vous savez pas quand vous allez vous arrêter. Alors ça, vous ne le saviez pas, ça? Non, c'est quelque chose, en fait, on n'avait pas notion avant. Parce qu'on se rend pas compte qu'on mange vite et qu'on mange beaucoup. Oui. Alors, là, c'est dans le premier atelier, on va dire, vous apprenez ça. Donc, j'ai envie de revenir un peu dessus, c'est prendre des bonnes habitudes avant l'opération. Voilà, prendre de bonnes habitudes avant l'intervention, exactement. D'accord. Alors, on dit avant, pendant et forcément après. Après. Parce que c'est un suivi. Vous, ça fait 3 ans, mais vous êtes encore, je suis sûre que vous êtes encore suivi. Et vous-même, vous savez, avec toutes ces préparations avant, pendant et après, vous savez comment vous gérez. Oui, alors on est surtout géré sur une année en fait après l'intervention où là vous continuez à aller voir la diététicienne, vous continuez à voir le chirurgien. Après, au-delà de l'année, en fait, vous commencez un petit peu à vous gérer seul. Sauf, en fait, si vous avez besoin de rencontrer de nouveau la diététicienne ou le chirurgien, en fait, ils sont toujours à votre disponibilité. En fait, ça c'est pas un problème. Mais après, au bout d'un moment, vous vous gérez seul parce que la préparation en fait qui a été faite avant vous permet en fait de pas vous trouver désemparé après l'intervention. C'est-à-dire qu'on vous prépare avant pour pouvoir gérer l'après. Donc c'est-à-dire qu'une fois qu'on a été opéré, on sait comment il va falloir manger, la quantité de ce qu'il va falloir manger et ce qu'il va falloir faire en fait pour éviter de reprendre du poids. Donc c'est-à-dire que au départ vous mangez pas beaucoup, donc vous mangez des petites quantités mais plusieurs fois par jour. Oui. Et après au bout d'un moment forcément vous augmentez un petit peu vos quantités. Mais l'augmentation des quantités après on vous a appris qu'il va falloir aussi compenser par l'activité physique par exemple. Donc, et tout ça en fait ça fait partie de la préparation avant. Et ce qui en fait c'est pour ça qu'après vous réussissez à vous stabiliser et à vivre normalement après l'intervention. Donc on va retrouver bien sûr le témoignage de Valérie, pareil, qui a été opérée. Donc pouvez-vous nous dire justement un petit peu votre parcours également? Alors moi j'ai été opérée donc il y a 3 ans, il y aura 3 ans le 9 décembre. Alors mon parcours, j'ai suivi le même parcours que Christelle, c'est-à-dire je me suis fait suivre à l'hôpital de Noyon-Compiègne par le docteur Bousfia et son équipe. Pour revenir sur ce que Christelle a dit, elle disait 1 an de suivi, mais en fait avec le chirurgien il y a jusqu'à 2 ans parce qu'on a une visite aussi à 2 ans, donc on a encore jusque là encore pour pouvoir si on a des questions et même au-delà de toute façon l'équipe est super disponible. On peut toujours appeler pour avoir un renseignement ou. D'accord. Parce que tout à l'heure on disait aussi le psychologue avant, mais il peut être aussi après. Ah oui, il peut être après. Il peut toujours être appelé de toute façon le psychologue. C'est pas un suivi qui s'arrête. On fait l'opération, il y a plus non, du tout. Il y a vraiment un bon suivi ce que derrière. je disais tout à l'heure, l'obésité est une maladie et même quand on a été opéré de la sleeve, on est toujours obèse. On est plus obèse au niveau du poids, mais dans la tête. Oui, c'est ça. Il y a toujours, on a toujours cette maladie avec nous. Ah bon? Mais on l'oublie. Moi, je l'oublie.
Oui. Ah non, moi Oui, je l'oublie oui. complètement. Oui, évidemment, je franchement, pense que- je pense l'oublie qu'on passe à autre complètement. chose. Je suis ce qu'on m'a dit. Que justement, vous pouvez avoir la crainte de reprendre du poids au bout d'un moment. Je pense que oui, on peut avoir la crainte de reprendre du poids. C'est pour ça que oui. Mais si moi, je fais du sport. Je mange la semaine. Je fais attention. Je mange équilibré, c'est-à-dire toujours le féculent, la viande, les légumes. Et le week-end, par contre, c'est quand je suis invitée ou quoi, là, je fais pas attention parce que je sais qu'après, à côté, la semaine, je fais du sport. Ouais, Donc ça me ça. permet d'avoir une soupape et de vivre. Mais alors, franchement, je vis normalement. Je vis même mieux qu'avant. En meilleure forme. Bah oui, parce qu'avant, j'étais sans cesse en régime. Oui. Non, mais c'est vrai, j'allais partout où j'allais, j'ai fait tous les régimes, du camp, machin, donc j'allais, je mangeais pas de viande, je mangeais que des protéines. Que là, maintenant, je suis invitée, je mange ce qu'il y a en petite quantité, c'est sûr, mais suffisant pour vivre, parce que je suis en bonne santé, j'ai aucune carence. Alors comment ça se passe? Est-ce que au démarrage c'est le médecin généraliste qui envoie vers l'hôpital? Comment ça se passe? Par exemple pour vous, comment ça s'est passé? Moi, ça n'a pas été le médecin généraliste, c'est moi vraiment qui, voilà, j'ai l'image de ma mère et voilà, maman travaille pas et c'est vrai que me disais que le jour où je serai à la retraite, j'ai pas envie de devenir comme elle, quoi. Je reviens un petit peu sur, vous avez dit que maintenant vous mangez moins. Et c'est vraiment moins qu'avant? Ah oui, c'est beaucoup moins qu'avant. Oui. Mais parce que, je vais comparer, j'ai ma meilleure amie qui a toujours été très fine, mais en fait, au jour d'aujourd'hui, je mange comme elle, en fait. Parce qu'avant, je mangeais beaucoup trop. Oui. Oui, on mange moins qu'avant, mais parce qu'avant, on mangeait beaucoup trop. Moi, je pouvais manger 2 assiettes, Oui. bien copieuses. Ah oui, quand même. Oui, je pouvais manger, j'avais pas la sensation de satiété. Alors, Et là, avec l'opération, là, vous l'avez. Là, Ah oui, là, je l'ai. Je sais quand est-ce que je dois arrêter. D'accord. Et en plus, on est guidé au début, et c'est là où, quand Christelle disait, on nous apprend à manger doucement, et c'est vrai que c'est important de manger doucement. Je le conseillerais même à tout le monde, même ceux qui sont pas opérés, de manger doucement. Alors, le pourquoi, justement, de manger doucement, c'est de bien mâcher, docteur Rachid. Il faut bien mâcher les aliments. Oui, le bénéfice est dans la quantité alimentaire, c'est-à-dire qu'il faudrait manger tout doucement pour faire pénétrer les aliments dans l'estomac tout doucement. Pourquoi? Parce qu'il y a une neurostimulation, il y a une transmission au cerveau de l'arrivée des aliments à l'estomac. Il y a une transmission qui passe par des nerfs, qui passe par des hormones aussi, on le verra tout à l'heure. Et le fait de manger tout doucement fait arriver ces informations au cerveau qui peut donner l'information de c'est bon, la satiété est arrivée, on peut s'arrêter. Alors que si on mange très vite, l'information n'a pas le temps, surtout par le biais hormonal, n'a pas le temps d'arriver au cerveau. Pour l'individu, il a encore faim alors qu'il n'a pas encore faim. Simplement, il a mangé trop très vite et le cerveau qui va donner l'info que c'est bon, il faut s'arrêter, t'as plus faim, il n'a pas encore l'info, n'est pas encore arrivé. C'est pour ça qu'il faut manger tout doucement. D'accord. Et est-ce que l'obésité peut être héréditaire? Tout à fait. Il y a de l'obésité héréditaire, c'est exceptionnel, mais il y a des maladies qui sont assez connues à transmission génétique, le Prader-Willi et puis d'autres. Bon, c'est un peu spécifique, mais il peut être héréditaire. Alors, c'est un petit peu votre cas, là, comme vous dites, votre maman, elle est comme ça, et vous ne voulez pas être comme votre maman. C'est un petit peu ce qui se passe, hein. Alors, je sais pas si c'est un problème d'hérédité, moi, avec ma C'est mère. pas héréditaire. Ouais, Je pense que c'est plus un problème de mode de vie. de mode de voilà. Parce que voilà, je viens du Nord, on mange Bien, bien oui. copieux. D'accord. Même par exemple quand j'étais enceinte, maman par exemple, elle me rajoutait une cuillère de beurre parce que pour le bébé, vous voyez, c'est des modes de vie, des façons de. Bien nourri. Voilà, Bien à la donc, campagne, le bébé bien joufflu. Voilà. Oui, en fait, voilà. je crois que c'est plus, c'est pas l'hérédité dans le sang, mais l'hérédité dans les façons de vivre. D'accord. Alors là, vous avez appris à manger bien, lentement et tout. Vous avez des enfants? Oui, je bois, elles n'ont pas de problème d'obésité. Quand je vois ma petite des fois manger un peu trop vite, je lui dis attends, regarde maman, elle n'a pas encore fini, il faut que tu ralentisses, il faut que tu manges tout doucement. D'accord. Votre mari aussi? J'ai plus de mari. Je suis célibataire. D'accord. Donc vos enfants, ils ont quel âge? Alors mes filles ont 15, 20 et 24. Ah oui, d'accord. Donc là, elles comprennent grands quand même justement le fait de manger tranquillement. Ah quoi. oui. Ah oui, elles comprennent. De toute façon, elles ont vu ce que ça faisait sur moi et je pense qu'elles en ont pris conscience. Et c'est D'accord. aussi pour elles que j'ai fait l'intervention pour qu'elles aient
une maman dynamique pour garder les petits enfants plus tard. Voilà, il y a déjà le projet les petits enfants. Voilà. Mais sur la reprise de poids, je voudrais revenir par contre, parce qu'on dit oui, il faut faire attention, parce que il faut savoir que si on mange, moi je le dis toujours, si je mangerais un Mars toutes les heures, il va passer. Ouais. Mais au bout de la journée, mes calories, je les aurais eues plus que... Ce qu'il faut, et c'est ça que les gens, il faut qu'ils prennent bien conscience quand ils se font opérer de la sleeve, c'est qu'il faut vraiment avoir de bonnes habitudes alimentaires. Oui. Parce que sinon, c'est là où la reprise de poids, elle peut être reprise. D'accord. Oui, tout à fait. Moi, je leur dis toujours qu'un corps obèse, il a toujours la recette pour faire de l'obésité. Il l'a, il est prêt. Il suffit de lui donner l'énergie, le gasoil, qui est les aliments, et puis il va fabriquer de la graisse. Il le sait, il le fait par cœur, il l'a toujours fait. Et l'intervention n'est pas une garantie contre la reprise du poids. L'intervention, il aide énormément, mais c'est pas une garantie. Et ceux qui ne changeront pas leurs habitudes alimentaires, ils peuvent reprendre du poids. Alors, j'allais vous demander justement reprendre du poids, mais combien de poids peut-il reprendre? Tout. Ils peuvent tout reprendre. Ah oui. Oui. Ils peuvent tout reprendre. On a quelques kilos, cas. On a quelques cas. En combien de temps? On a quelques cas. Bon, ça dépend des interventions. Après, peut-être, on rentrera dans ce sujet. Oui, ça dépend des interventions. Mais on a quelques cas qui, s'ils ne respectent pas ce qu'on leur a dit, ce qu'on leur a expliqué, ils peuvent reprendre la totalité de leur poids. D'accord. C'est rare. C'est moins de 5% des cas. C'est pas très fréquent. C'est moins de 5% des cas. Mais c'est tout à fait possible. D'accord. Et est-ce qu'une personne peut être opérée 2 fois? Tout à fait. Et même 3 ou 4 fois. Mais on sait qu'on a des choses qui sont interdites comme le coca, enfin toutes les boissons gazeuses, à éviter au maximum. Mâcher des chewing-gums, l'eau gazeuse, parce que ça peut redilater l'estomac. Et vous le savez ça? Ah ben on le sait, on nous le dit dès le début, donc on le sait. D'accord. Et à partir de moi, c'est vrai que c'est comme on dit, c'est à suivre. On sait ce qui va nous arriver, si vous savez ce qui va vous arriver, si jamais vous dépassez un petit peu les... Mais c'est comme ceux qui sont atteints du diabète, enfin ils ont des interdits, ils ont des choses. Bah nous c'est la même chose en fait, mais c'est pas invivable, ou bien au contraire. Je veux vraiment rassurer tout le monde, c'est pas du tout invivable. Au contraire, on vit beaucoup mieux après qu'avant. C'est ce que j'allais dire. Finalement, vous êtes mieux là, c'est facile à faire. Il faut avoir quand même de la volonté. Bah la volonté et l'envie aussi, je pense oui, il faut avoir un peu de volonté. Il faut respecter en fait. Alors vous personnellement, vous n'avez pas envie de reprendre votre poids? Ah non, pas du tout. Et vous, madame? Ah bah non, c'est pareil en fait. À partir du moment où voilà, maintenant j'ai une qualité de vie qui n'a plus rien à voir en fait avec ce que je vivais avant. Maintenant voilà, je peux dire que maintenant à l'âge que j'ai, à 45 ans, je commence à vivre parce que j'ai eu 20 ans ou 25 ans un petit peu difficiles à cause du poids. Donc maintenant il y a qu'une chose à faire, c'est continuer les conseils en fait qu'on a pu nous donner. Savoir qu'en fait, si on a envie de grignoter, il vaut mieux sortir dehors, aller faire 1 kilomètre de marche et puis revenir, et puis on ne pense plus à manger en fait. Donc il y a des petites choses toutes bêtes en fait à faire. Mais non, je veux pas reprendre de poids non plus. Bien que la sleeve nous aide quand même, parce qu'on a quand même plus la sensation de... Oui, tout à fait, oui. Alors tout ça, on vous a appris lors des entretiens, des ateliers. Oui, bien sûr. Dès le départ. C'est que vous saviez pas. On savait pas, non, parce que quand on a des problèmes de poids comme ça, on nous parle de régime, donc on essaye de faire les régimes, tous les régimes qu'on peut connaître. Mais le souci des régimes, c'est qu'on va le faire pendant un certain temps, et puis en fait, au départ, on va avoir un peu de résultats, et puis après, on va voir qu'il y a plus de résultats, et on va perdre 5 kilos, et puis finalement, dès qu'on va arrêter, on va reprendre 10. Pour ma part, ça a été comme ça. À chaque fois que j'ai fait un régime, je reprenais le double. Donc au bout d'un moment, c'est démotivant. Alors que là, en fait, c'est dans notre éducation alimentaire où, on a été aidé par la chirurgie. Et maintenant, en fait, on a les billes en main et on sait ce qu'il faut qu'on fasse. Et si on veut pas reprendre, il faut suivre vraiment tous les conseils qui nous ont été donnés. Puis c'est bien parce qu'on est limité au niveau des quantités, quoi. Donc même si on veut faire un excès, moi le week-end, quand je suis invité, je peux faire un excès, mais je suis quand même limité dans les quantités. Vous savez que vous ne pouvez pas aller au-delà parce que votre estomac ne le réclame. Parce que j'ai plus ça. faim. Et on apprend en fait à connaître notre corps. Donc c'est-à-dire qu'avant on mangeait, même si on sentait qu'en fait on était presque à la limite de la nausée, mais c'était pas grave, c'était bon, donc on finissait l'assiette. Oui. Alors que maintenant en fait on a appris à écouter notre corps et en fait notre estomac on va le sentir. En fait on sait quand on va plus avoir de place, donc on s'arrête. Et après, on fait un choix alimentaire. C'est-à-dire que, par exemple, si on est en repas de famille, que vous avez une entrée, 2 entrées, 3 entrées, un plat de résistance, le fromage et le dessert, vous savez que ça passera pas.
Donc là, vous faites votre propre choix, mais en fait, vous n'êtes pas frustré parce que on mange plus sur les quantités, mais on va manger sur des aliments qui nous donnent envie et qui nous font plaisir. En fait, on se fait plaisir en mangeant peu, mais on mange ce qu'on a envie de manger, en fait. Est-ce que ça a été dur pour vous, justement, au niveau familial? Pas du tout, parce qu'en fait, j'ai 2 enfants, j'ai 2 filles, j'ai mon mari à la maison, et en fait, dès le départ, en fait, je me suis pas mis de restrictions au niveau de la cuisine. Donc même si moi, en fait, je ne pouvais pas le manger, en fait, j'ai toujours continué à cuisiner pour les autres, et je me suis toujours mis à table avec les autres. En fait, je n'avais pas de frustration. Et là, à l'heure actuelle, votre cuisine, c'est quoi? En fait, au niveau quantité, donc je vais manger tout, en fait, je peux tout manger. Oui. Mais après, je vais toujours me contenter d'une petite quantité. Et rarement, par exemple, je vais manger du pain parce que faut savoir que du pain, et si on boit un petit peu, ça va prendre trop de place dans l'estomac. Donc en fait, on fait une sélection. Donc je vais manger mon plat principal, donc en petite quantité. Et bien souvent, en fait, je ne fais pas de fromage et pas de dessert. Et par rapport aux boissons, en fait, c'est pareil parce que faut savoir que si on remplit l'estomac d'une boisson, vous n'avez plus de place pour les aliments ou vice versa. Si vous mangez votre repas, vous n'avez pas de place pour la boisson. Donc ça, en fait, j'ai appris en fait à savoir ce que j'ai envie. Donc bien souvent, je mange et peut-être 1 heure à 1 heure et demie après, je vais boire mon demi-verre d'eau en fait. Mais je ne fais jamais les deux en même temps. Et tout ça, c'est ce que vous avez appris? C'est tout ce qu'on a appris en fait au moment des ateliers. Ah oui. Donc c'est très important les ateliers. Les ateliers c'est très important et en fait il faut pas avoir peur justement d'assister à ces ateliers parce que on est tous dans le même cas, on entend tous la même chose et en fait on apprend tous la même chose surtout. Là je tourne vers l'autobus FIA. On a parlé de sleeve. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est cette opération? Et par la suite, tu nous dis quelles sont les autres opérations possibles. Oui, tout à fait. Alors, il n'y a pas que la sleeve. La chirurgie bariatrique propose un éventail d'interventions chirurgicales très diversifiées qui ont aussi évolué dans le temps. On pratique actuellement principalement 3 types d'interventions. Ce qu'on appelle les anneaux périgastriques, les anneaux qu'on met autour de l'estomac pour réduire le passage des aliments à l'entrée de l'estomac. La deuxième intervention, c'est la sleeve gastrectomie, l'intervention qui consiste à réduire le volume de l'estomac d'à peu près les 3/4. Et la troisième intervention qu'on fait aussi, c'est ce qu'on appelle le bypass gastrique ou le court-circuit gastrique. C'est une intervention qui consiste à réduire le volume de l'estomac et à faire ce qu'on appelle un court-circuit intestinal, de faire un montage entre l'estomac et l'intestin de façon à ce que les aliments ne passent pas par, en moyenne, 2 mètres d'intestin. C'est quoi le but? Le but, c'est d'avoir une restriction alimentaire, c'est-à-dire on va jouer sur les quantités d'aliments parce qu'on a réduit le volume de l'estomac et de jouer sur l'absorption des aliments. Même chez certains patients qui vont, malgré nos consignes, qui vont manger un tout petit peu plus, on va garantir que même ces aliments ne seront pas absorbés parce qu'on a retiré du circuit alimentaire 2 mètres d'intestin. Donc c'est ce qu'on appelle le bypass gastrique. La sleeve gastrectomie, elle a un effet restrictif puisqu'on diminue le volume de l'estomac fonctionnel et ça joue sur les quantités d'aliments, mais elle a aussi un effet hormonal. Un effet hormonal parce que la partie qu'on retire de l'estomac, la partie qu'on a enlevée du circuit, elle est retirée du corps, elle ne reste pas, on la sort. Et cette partie-là, il sécrète une hormone qui s'appelle la ghrelin. Et c'est cette hormone, c'est l'hormone de la satiété et de la faim. C'est cette hormone qui dicte aux gens qu'il faut aller manger ou qui leur dit c'est fini et il faudrait arrêter de manger. Eh bien, ils n'ont plus cette hormone ou bien en quantité très très réduite. Ce qui nous aide énormément pour les sleeves parce que les gens, les patients, ne sont plus attirés par les aliments comme avant. S'il avait avant une attirance parfois pathologique, c'est-à-dire une attirance d'aller manger même s'ils n'ont pas faim, d'aller manger même s'ils n'ont pas faim, ça diminue énormément parce que on a cet effet hormonal. Donc ça nous aide énormément pour la sleeve. Et le bypass aussi, on a cet effet hormonal énormément et on a d'autres effets hormonaux qui seront un tout petit peu plus complexes à expliquer et qui nous aident dans la régression des pathologies associées, notamment la régression du diabète. Le diabète régresse complètement.
après la perte de poids, surtout avec le bypass, la régression de l'hypertension artérielle, la régression de l'apnée de sommeil, la régression des dyslipidémies, des perturbations du cholestérol, du triglycéride, et la diminution de la stéatose hépatique, des dépôts, de la surcharge du foie. C'est la raison pour laquelle on a tendance à proposer maintenant la sleeve gastrectomie aux personnes qui ne sont pas métaboliques, c'est-à-dire qui n'ont pas beaucoup de diabète, beaucoup d'hypertension et beaucoup de pathologies associées. Les personnes qui sont métaboliques, qui ont beaucoup de pathologies associées au diabète, à l'obésité, surtout le diabète, l'hypertension et autres, on a tendance à leur proposer plutôt le bypass que la sleeve. L'anneau, on le pratique de moins en moins. On le pratique de moins en moins parce que il nous a pas donné satisfaction au long terme. On a des complications parce que c'est un corps étranger. C'est un corps étranger qui est implanté. Donc on a des infections, on a des migrations de l'anneau, des perforations de l'estomac parce qu'il est constamment accolé à l'estomac. Et puis on a eu beaucoup de soucis avec l'anneau à long terme. En plus du problème de l'entretien de l'anneau et de la recalibration de l'anneau à chaque fois. Donc ça prend énormément de temps, aussi bien pour les patients que pour les chirurgiens, parce qu'à chaque fois, il faut recalibrer l'anneau, il faut le serrer, il faut le desserrer, et ça préoccupe énormément. C'est la raison pour laquelle, actuellement, l'anneau est en perte de vitesse. On pratique sur la France à peu près 40 000 sleeves par an, à peu près 15 à 16 000 bypass par an, et à peu près 6 000 à 7 000 anneaux par an. En fin de compte, c'est vous qui décidez. Alors, souvent, oui. Alors, c'est une décision qui sont souvent prises en accord avec le patient et parfois avec le médecin traitant. D'accord. Parce que ça arrive parfois que certains patients ou certaines patientes refusent, par exemple, le bypass. Parce que c'est une intervention un peu plus compliquée et qui pourrait donner des complications plus importantes que la sleeve. Parce que, bon, par là, du beau côté de la chirurgie, il faut savoir qu'il y a certaines complications qui sont très rares, mais ça peut arriver. Il y a certaines complications et certains patients, parfois, ils n'acceptent pas le bypass. Ils nous disent non, moi je préfère me contenter de la sleeve, quitte, si jamais j'ai un échec, de rebondir sur le bypass parce que c'est tout à fait possible de transformer une sleeve en bypass. C'est pour ça que tout à l'heure, il m'a posé la question, est-ce qu'on peut se faire opérer plusieurs fois? Oui. Ça nous est arrivé d'opérer jusqu'à 3-4 fois un même patient, une même patiente pour l'obésité. Par exemple, un patient qui a un anneau il y a 10-15 ans, il a un échec d'anneau ou une complication de l'anneau au niveau de l'estomac, on va retirer l'anneau, il va reprendre du poids, on va faire une sleeve. De nouveau, ça peut arriver qu'il ait un échec de la sleeve, et ben on va lui faire un bypass derrière la sleeve. Et ça fait combien d'années qu'on pratique ce genre d'opération? C'est à peu près une trentaine d'années. Oui. Ah, quand même. Une trentaine d'années. Ça a commencé aux États-Unis, surtout les anneaux au début. Après, donc, c'est revenu en Europe vers les fins des années 90, début des années 2000. Et c'était essentiellement les anneaux. Après les anneaux, ils ont commencé à régresser lorsqu'on a commencé à voir les complications. Et là est venu le bypass après les anneaux. Et puis dernièrement, la sleeve qui est pratiquée depuis à peu près maintenant une dizaine d'années. D'accord. Et c'est ce que vous proposez à tous vos patients, c'est la sleeve, c'est ça? La sleeve et le bypass. Et le bypass. Oui, la sleeve et le bypass en fonction du profil du patient. Alors, je vais revenir avec Valérie. Donc, Valérie, justement, on parlait tout à l'heure de décision. Combien de temps on hésite un petit peu avant de faire cette opération? Et qu'est-ce que tu aurais à dire pour assurer un peu tous les gens qui ont encore un peu peur aujourd'hui? Moi, je pense que les gens qui pensent avoir un problème d'obésité, il ne faut pas qu'ils hésitent à venir consulter. Je pense que c'est important déjà, ne serait-ce que de prendre un premier avis pour voir. Parce que de toute façon, c'est pas parce qu'on vient consulter qu'on va se faire opérer. Donc, et puis prendre le temps de faire la préparation qui existe actuellement à Noyon-Compiègne pour justement on a le temps de prendre une décision. Et aussi je voulais surtout c'est rassurer les gens. Après on a une vie normale. La sleeve n'est pas une fin en soi. La vie continue et au contraire elle est même mieux qu'avant. Et est-ce qu'il est important aussi d'être entouré de sa famille? Ah oui, par contre c'est important d'être entouré de sa famille. Je pense qu'il faut pas hésiter à en parler et de dire pourquoi on fait l'opération. Moi, j'en ai parlé avec mes enfants. La plus difficile, ça a été ma mère.
Je dirais parce que je pense qu'elle voit son enfant, elle a vu sa fille maigrir et pour elle, parce qu'il y a des gens qui pensent que le fait de maigrir, on est malade. Donc il faut les rassurer et leur dire que non, justement, c'est pour un mieux après. Et là, je pense que même aujourd'hui, ma mère, elle le voit que je suis beaucoup mieux et que je fais beaucoup de choses et que moi je bouge plus. J'arrive même pas à rester inactif en fait. Si c'était à refaire aujourd'hui, vous refaites je le sans referais problème. sans hésiter, au contraire. Et même avant, je crois. Je crois qu'on n'aurait pas attendu autant de temps avant de le faire, en fait. Ouais. Alors, justement, qu'est-ce qui a fait que, par exemple, vous l'avez pas fait avant? Pourquoi s'avoir décidé à ce moment-là? Au départ, on se rend compte qu'on a un problème de poids, mais en fait, on n'arrive pas à le réaliser. C'est-à-dire qu'en fait, on prend du poids, on prend du poids, donc on se met beaucoup d'interdits, mais on se rend pas compte, en fait, jusqu'où on est arrivé. Et moi, il a fallu, en fait, que j'ai un gros problème de santé. Et en fait, ce problème de santé a été assez important parce que j'ai eu une grosse intervention au niveau du foie. Je pense que si j'avais été pas aussi obèse, cette intervention aurait été beaucoup plus facile pour le chirurgien. Et en fait, j'ai failli perdre la vie parce que mon obésité, en fait, aurait pu engendrer beaucoup de choses quand je me suis fait opérer du foie. Et du coup, en fait, suite à ça, ça faisait longtemps que j'y pensais, mais j'osais pas faire les démarches, j'osais pas en parler non plus à ma famille. Et à partir du moment où après mes problèmes de santé sont rentrés dans l'ordre au niveau de mon foie, je me suis dit là, il faut faire quelque chose parce que la prochaine fois, s'il t'arrive quelque chose, tu t'en sortiras pas. J'avais quand même 2 filles, donc je me suis dit c'est maintenant ou jamais. Et là, j'ai fait mes démarches. Donc certes, autour de moi, en fait, les gens, ça leur a fait un petit peu peur parce que surtout avec ce que j'avais subi avant. Donc je sais que mes parents étaient très inquiets, ma sœur pareil. Je sais qu'ils ont eu peur et je pense qu'au jour d'aujourd'hui, si maintenant je leur dis voilà, demain je fais une sleeve, je pense qu'ils verraient plus la chose de la même manière. Parce qu'ils voient qu'en fait, ça s'est très bien passé, que maintenant, j'ai une vie très agréable, que je mange normalement. Si on décide d'aller au restaurant, je vais au restaurant. En fait, on s'adapte à notre nouveau mode de vie, en fait. D'accord. Est-ce que justement, si vous voyez quelqu'un qui est obèse, vous allez vers cette personne et y expliquer un peu Alors, je sais que c'est un sujet qui est encore difficile quand même à aborder. En fait, il faut que ce soit les gens qui viennent vers nous. Je vais parler un petit peu de ma fille, qui a un problème également d'obésité. Voilà, je sais pas si elle m'écoute ou pas, mais en tout cas, je sais qu'elle a également commencé les démarches. Et en fait, je suis à 100% avec elle parce que je sais ce qu'elle est en train de vivre. Et être obèse, donc c'est pas facile. Et à partir du moment où après on se prend en charge, qu'on se sent aidé, soutenu, en fait, ça passe tout seul. Et après, on vit. En fait, moi, je sais que je revis à 45 ans. Donc, il faut changer un peu cette image de l'obésité, le regard des gens, je pense. C'est ça, c'est surtout, voilà. Le regard des gens, en fait, c'est vrai que maintenant, dans la rue, quand je vois quelqu'un qui est au poids, en fait, où moi j'étais avant, j'ai envie d'y aller. Mais en fait, je ne sais pas si la personne, elle, est prête à entendre ou est prête à recevoir de l'aide. On peut pas le deviner, mais c'est délicat. Je sais que, par exemple, j'ai fait des brocantes, en fait, parce que forcément, quand vous passez de la taille 60 à la taille 44, il n'y a pas photo. Donc, tous mes vêtements, en fait, j'ai voulu en faire plaisir sur les brocantes à des gens où j'ai vendu ça vraiment pour 1 ou 2 euros. Et en fait, il y a des gens qui me disaient, mais de où viennent ces vêtements-là? Et en fait, quand je leur ai expliqué, écoutez, c'était à moi, donc les gens avaient un petit peu du mal à comprendre. Et en fait, à ce moment-là, en fait, il y a des gens qui sont venus me demander, en fait, ce que j'avais fait, qu'il fallait aller contacter. Et en fait, j'ai été étonnée parce que, sur les brocantes, en fait, c'est devenu un sujet de conversation, en fait. Oui, j'ai l'impression qu'on en parle de plus en plus. De plus en plus. Et en fait, les gens, comme ils se sont retrouvés face à moi et qu'ils ont vu mes vêtements et vu comment j'étais à l'heure actuelle, j'ai beaucoup de personnes, en fait, qui se sont renseignées, en fait, pour leurs enfants. Donc, c'était des gens d'un certain âge qui avaient des enfants qui avaient 30 ou 40 ans. Et en fait, ils me disaient, mais madame, dites-moi où faut aller, qui faut aller voir. Et en fait, voilà, la conversation s'est faite comme ça. Mais sinon, d'emblée, c'est pas facile d'aller voir quelqu'un. Même si en fait on a envie en fait. Parce que à la base, faut quand même dire, c'est pas une honte, c'est une maladie, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Voilà, c'est une maladie. Mais c'est vrai qu'il faut que les gens soient prêts à le faire. Ouais. Parce que moi aussi, j'ai l'exemple de ma sœur, par exemple, qui a un léger retard mental, qui m'a vu faire la sleeve. Je lui en ai parlé, j'en ai beaucoup parlé. Je l'ai jamais forcée à le faire. Et d'elle-même, elle m'a dit un jour, Valérie, il faut que tu viennes avec moi, il faut que j'aille voir le docteur parce que moi aussi je veux maigrir. Et ma sœur faisait 149 kilos et aujourd'hui, elle en fait 90. Elle a encore un peu de poids à perdre parce qu'elle est petite, mais bon. Mais c'est d'elle-même. Enfin, il faut vraiment que la personne. Parce que je prends son exemple parce qu'elle est handicapée mentale, donc je me dis qu'elle est un peu comme une gamine, on va dire. Mais
elle d'elle-même, elle a fait ce trajet-là dans sa tête, de me voir moi, déjà de voir que moi j'allais beaucoup mieux, en fait. Et là, elle l'a fait, et elle, franchement, elle va au boulot en vélo. Enfin, elle fait des choses qu'elle faisait pas du tout avant. Enfin, c'est merveilleux. Enfin, moi, ma sœur, je la trouve épanouie. En fin de compte, la première chose qu'il faut faire, c'est quoi? Je pense déjà prendre conscience qu'on a un problème avec l'obésité, qu'on est obèse. Et pas avoir peur d'en parler, surtout. Voilà. Et d'aller voir un spécialiste. Oui, alors, d'en parler à qui? D'en parler en fait, justement en fait, comme là votre émission de ce soir, je pense qu'il y a des auditeurs ou des auditrices peut-être qui sont en train d'écouter et qui se disent en fait j'ai un problème d'obésité, mais qui allez voir en fait c'est simple, il faut se renseigner et en fait dans les centres hospitaliers comme celui de Noyon-Compiègne, en fait il suffit de prendre un rendez-vous en fait avec un chirurgien viscéral, donc qui sur Noyon-Compiègne en l'occurrence c'est le docteur Bousfilla ou le docteur Genuso, et en fait à partir du moment où vous avez pris ce premier rendez-vous, vous allez être complètement pris en charge parce que eux vont vous orienter vers le pôle éducation, et le pôle éducation en fait c'est ce pôle-là qui va vous donner tous les démarches à suivre, donc tous les rendez-vous et tout ce qu'il faut faire pour pouvoir subir une intervention de l'obésité. D'accord. Il faut pas hésiter à en parler. Il faut en parler. Faut pas hésiter à en parler à sa famille. Oui. Et puis, en fait, la famille, à partir du moment où vous en avez discuté, la famille va également se renseigner. Et après, il faut faire les démarches tous ensemble. En fait. C'est important, c'est vrai. La famille, comme vous dites, le mari, les enfants, le papa, la maman, la grand-mère, le grand-père et les tantes et tout ça. Et c'est vrai que là, à partir du moment où on a quand même, on va dire, ce lien familial qui est derrière vous, parce que dans un truc comme ça, faut pas être tout seul. Faut pas être tout seul. Vous pouvez pas. Faut pas être tout seul. Après, tout en sachant que notre décision. Mais c'est nous, c'est nous. Parce que moi, au début, je sais, comme j'ai exprimé tout à l'heure, je sais que en fait, ça faisait peur à ma famille. Mais même si je savais que mes parents étaient un petit peu réticents, c'était mon choix et ma décision était faite. Et je savais que moi, ma vie avait été mise en danger en fait pendant mon intervention du foie à cause de mon obésité. Et je me suis dit, voilà, c'est moi qui suis restée 6 jours en réanimation, c'est moi qui ai failli, entre guillemets, mourir. Et je me suis dit, voilà, je veux pas de ça. Donc du coup, j'avais pris ma décision. Donc après, les gens au départ, c'était un petit peu compliqué. Et après, quand ils ont vu ma motivation et qu'ils ont vu que de toute façon, j'irais au bout des choses, donc après, on m'a suivi. Mais c'est très bien, c'est très bien. À qui on parlait, bien sûr, à son entourage. N'oublions pas le médecin traitant. Le médecin traitant, oui. N'oublions pas le médecin traitant. Très 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 important. N'oublions pas qu'il y a maintenant des associations des anciens opérés avec de nombreux forums notamment sur Internet, qui renseignent énormément aussi. Pour nous, on a notre propre association aussi de nos anciens opérés à nous, il s'appelle 3A. Donc les gens, ils peuvent les trouver, ils peuvent rentrer sur leur site, ils peuvent les renseigner et les informer. C'est très très important. Et puis faire le premier pas, d'aller voir un spécialiste. Que ce soit un chirurgien ou les médecins nutritionnistes, par exemple les médecins nutritionnistes qui travaillent avec nous, Dr Jennifer Alain et Dr Sarah Eliunsi, sur les 2 centres hospitaliers, il faut aller les voir pour se renseigner, pour s'informer, pour voir un peu le parcours, s'informer sur les interventions, s'informer sur les suites, s'informer sur tout ceci, et c'est comme ça qu'ils peuvent avancer. Et nous, on le sent, dès qu'ils font ce premier pas, ils sont libérés. Et puis, ils rentrent dans un parcours d'une façon tout à fait naturelle, ils arrivent à leur objectif. Simplement, moi, par exemple, quand je les vois au début, je leur explique dès le début que c'est un processus qui sera long et c'est un processus qui est très sérieux. C'est un projet de vie. On établit dès le début un projet, un contrat avec eux. Un contrat sur le plan moral et même un contrat signé avec nos patients. Pourquoi ? C'est pour s'assurer qu'ils vont aller jusqu'au bout et qu'ils ne prennent pas les choses à la légère. C'est pas une petite intervention comme une appendicite ou une ablation de la vésicule biliaire ou autre chose qu'on va la faire et qu'on va l'oublier au bout d'un mois. C'est un projet qui est très très long et c'est une maladie qui va les accompagner durant toute leur vie et ça va pas s'arrêter au bout de quelques mois. Ce contrat, il englobe tout d'abord toute la préparation préopératoire, ce que j'ai dit tout à l'heure, l'éducation nutritionnelle, l'éducation diététique, tous les rendez-vous que j'ai dit, et on a en plus un éducateur sportif. J'ai pas dit tout à l'heure, au sein de notre pôle, on a un éducateur sportif. Je leur explique qu'il faut une préparation, le respect des consignes diététiques et nutritionnelles et une activité sportive post-opératoire. Obligatoire.
Sans l'une de ces 3 conditions, on ne peut pas avoir un résultat pérenne qui va durer sur le temps. Intervention, respect des consignes et activité physique. Et on leur fait signer un consentement et un accord pour le suivi post-opératoire. On les oblige pour le suivi post-opératoire sur une durée au moins de 2 ans, où les consultations au tout début sont très rapprochées. Moi et les endocrinologues, on les voit à 1 mois après l'intervention, à 3 mois après l'intervention, à 6 mois après l'intervention, à 1 an après l'intervention, à 18 mois après l'intervention et à 24 mois après l'intervention, et puis tous les ans, 1 fois par an, si cela est nécessaire, en plus du suivi du pôle d'éducation avec les diététiciens et avec la psychologue. Donc c'est un projet très très sérieux, et c'est cela qu'on leur explique au début, et c'est cela qui garantit un résultat pérenne sur le temps. Alors docteur, est-ce que c'est remboursé par la sécurité sociale? Tout à fait, c'est remboursé par la sécurité sociale. À partir du moment qu'on est dans l'obésité morbide et qu'on a respecté toutes les étapes de la préparation et qu'on a l'accord du staff de la filière bariatrique, on aura forcément l'accord du médecin conseil de la sécurité sociale, et toutes les interventions sont remboursées par la sécurité sociale. À 100%. À 100%. Sans intervention d'une mutuelle. À 100%, oui. Avec ou sans intervention des mutuelles. Mais c'est remboursé comme les autres maladies. Ça devient une maladie. Hein. D'accord, c'est une maladie. Pour vous, c'est voilà. une maladie. C'est une maladie et il est remboursé. Enfin, justement, on dit c'est une maladie. Est-ce que ça a toujours été reconnu comme une maladie ou est-ce que c'est récent? Toujours. Tout à fait. Ça a toujours été reconnu comme une maladie. Simplement, le traitement, il a évolué. Au début, ils essayaient des comprimés, ils essayaient des médicaments. Ça n'a jamais marché. Et maintenant, le seul traitement qu'on est capable de leur proposer qui marche, c'est la chirurgie. La chirurgie plus la préparation et le respect des consignes diététiques et les activités sportives, mais c'est le seul traitement qu'on leur propose actuellement. Il est tout à fait possible que probablement, parce que la recherche elle continue encore, il y a aussi les endoscopistes qui travaillent pour chercher d'autres procédés non chirurgicaux pour diminuer un peu la quantité des aliments dans le tube digestif. Les recherches ne s'arrêtent pas, mais pour l'instant, c'est tout ce qu'on peut proposer et ça marche. D'accord. Oui, je profite pour poser une dernière question. De 150 kilos, par exemple, la personne passe à 90 kilos. Il y a des problèmes esthétiques. Tout à fait, oui. Et là, tu prends en charge aussi la chirurgie des culottes de cheval, enfin, l'abdomen, tout ça. Alors, il y a ce qu'on appelle les séquelles de l'amaigrissement. Les séquelles de l'amaigrissement. Voilà. Les séquelles de l'amaigrissement comportent les excès cutanéo-adipeux, les excès de la peau et de la graisse, essentiellement au niveau du ventre, ce qu'on appelle le tablier cutanéo-adipeux sous-ombilical, dans la région lombaire et des fesses, au niveau des bras, au niveau de la partie interne des cuisses et parfois au niveau des seins. Et donc, tous ces séquelles de l'amaigrissement font aussi l'objet, il y a certains critères bien précis, mais font l'objet de prise en charge par la sécurité sociale. Et on avertit aussi les patients avant de se faire opérer qu'il y aura fort probablement nécessité d'avoir une chirurgie pour les séquelles d'amaigrissement. Et tout ceci, bien sûr, est pris en charge, sauf pour les seins. La sécurité sociale est prise en charge quand le sein a un poids supérieur à 300 grammes. S'il est inférieur à 300 grammes, c'est considéré comme de la chirurgie esthétique et la Sécu, pour l'instant, ne prend pas en charge. Tout le reste, il est pris en charge. En ce qui me concerne, je réalise que les tabliers abdominaux, la partie antérieure, qui rentre dans mes compétences, je le fais. Tout le reste, ce qu'on appelle le body lift, qui consiste à retirer la totalité de l'excès cutanéo-adipeux dans la partie antérieure de l'abdomen et la partie postérieure, les cuisses et les bras et les seins, on les adresse vers les chirurgiens esthétiques. Et ça, combien de temps après l'opération? Pas moins de 2 ans. Il faut attendre obligatoirement 2 ans pour qu'on s'assure de la stabilité de la perte de poids. Qu'on est sûr que les patients ils ont atteint leur poids minimum et qu'ils ne reprennent pas du poids et qu'ils soient aussi un tout petit peu à distance de la première chirurgie qui consiste quand même une agressivité vis-à-vis de leur corps et qu'ils s'adaptent aussi à leur nouvelle image corporelle. Donc on essaye de distancer pour qu'il n'y ait pas trop de traumatisme psychologique pour nos patients, parce qu'on a assisté parfois à certaines interventions très mal vécues
surtout de chirurgie de réhabilitation pour les séquelles d'amaigrissement, parce qu'on était trop proche de la première intervention et ils n'arrivaient pas à intégrer très vite cette problématique d'image corporelle parce qu'elle existe. Et toutes les peaux, tout ça, est-ce que c'est assez facile pour vous de faire tout en même temps ou est-ce que... Non, on ne fait pas tout en même temps, ça va être très très lourd et c'est des interventions qui durent beaucoup de temps. Un tablier abdominal, juste la partie antérieure, peut durer entre 2 et 3 heures. Un body lift, quand on fait tout le tour, il peut durer entre 5 et 6 heures de durée opératoire. Donc généralement, ils sont séparés, soit le ventre tout seul, soit les bras tout seuls, soit les cuisses tout seuls, soit les seins tout seuls. On ne fait pas tout en même temps. Ça va être trop lourd, aussi bien pour le chirurgien que pour les patients. Et alors, c'est une opération, c'est des interventions. C'est une intervention. C'est des interventions chirurgicales au bloc opératoire, sous anesthésie, sous anesthésie, avec une hospitalisation de quelques jours. C'est de véritables interventions. Parfois, c'est même beaucoup plus lourd que l'intervention bariatrique. Parce que les interventions bariatriques, généralement, ils durent entre 1 heure et 1 heure et demie. Une sleeve gastrectomie, c'est 3/4 d'heure à 1 heure. Sous célioscopie, comme il vous a dit Christelle, avec des petits trous, parfois même en ambulatoire, ça va très 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 vite. Et il reste à l'hôpital soit une journée si c'est en ambulatoire, soit 2-3 jours, ça va très vite. Un bypass, c'est 1 heure et demie. Un nano, parfois c'est 1/4 d'heure. Entre 1/4 d'heure et 30 minutes pour poser un nano, ou retirer un nano. Ça va très très vite. Alors que les chirurgies pour les séquelles d'amaigrissement, c'est des chirurgies très très lourdes. Et dont les suites sont parfois aussi assez lourdes. On n'est pas obligé de tous d'avoir une chirurgie esthétique après. Il y en a qui, comme moi par exemple, j'estime de ne pas en avoir besoin. Tout à fait, oui. C'est à la demande des patients. C'est pas une obligation. Leur dire, vous êtes obligé de vous faire retirer la peau et tout. Non, c'est au choix des patients. C'est eux qui souhaitent ou pas. Ouais. D'accord, c'est ce que j'allais vous demander. Il n'y a pas d'autre solution, justement, comme vous dites, c'est vous qui choisissez de le faire, ou sinon il n'y a pas une autre solution, je ne sais pas, moi, une combinaison. Le surplus de peau, c'est difficile. Un truc, non. Il y a des petits moyens, des petits moyens qu'on leur fait mettre d'ailleurs systématiquement. Ça s'appelle des gaines ou des ceintures de contention, surtout pour l'abdomen et le dos, qui peuvent remodeler un peu la peau et diminuer l'élasticité et puis de la faire remonter un peu, mais ça peut donner un résultat chez les personnes qui n'avaient pas un excédent très très important. Chez les personnes qui avaient un excédent très très important et surtout qui perdent énormément de poids, là ils auront besoin d'une chirurgie de réhabilitation pour les séquelles d'amaigrissement. Merci docteur. Je pense que c'est une émission que l'on va conclure. On va donner la parole à ces deux dames et le mot de la fin ce sera pour le docteur. Moi, je voulais remercier toute ma famille qui m'a soutenue, maman, ma sœur, mes filles, Lucie, Amélie et Jeanne. Je leur fais un gros bisou et aussi mes collègues parce que c'est vrai que dans le parcours, faut pas oublier le milieu du travail parce que c'est aussi important. Oui. Et moi, j'ai eu de très bonnes collègues qui m'ont vachement bien soutenue aussi dans ma démarche et voilà. Et qui me soutiennent encore maintenant, même quand on mange ensemble et tout. Aucune critique, au contraire, très bien. Je leur fais un bisou à tous. Et vous dites aux auditeurs, allez-y, faites-le. Allez-y, prenez votre courage à deux mains, n'hésitez pas à ouvrir la porte de votre médecin traitant ou d'un chirurgien et de venir. La vie est belle après. Merci. La même chose. En fait, déjà, je voulais vous remercier de nous avoir reçus et au docteur Bouzouphia de nous avoir invités pour participer à cette émission avec lui. Donc, la même chose. En fait, je vais dire aux personnes en fait atteintes d'obésité, n'hésitez pas à consulter, il faut en parler et vous verrez que la vie future, en fait, elle est beaucoup plus belle qu'avant. Voilà, n'hésitez pas et il faut oser en parler. Merci à vous. De rien. Merci. Docteur. Moi aussi, je vous remercie. Je remercie notre ami et collègue docteur Vauduit pour cette invitation, pour l'intérêt des patients, de l'auditoire. C'est très très important. Ça nous a permis de parler de ce qu'on fait. Nous, notre centre Compiègne-Noyon, on est labellisé centre d'excellence par la Société française de chirurgie de l'obésité. Donc c'est une labellisation très très importante qui est très très exigeante. Donc après plusieurs vérifications du plateau technique, vérification de ce qu'on fait, vérification du bloc opératoire, vérification du suivi, vérification de toutes nos procédures, on a été labellisé centre d'excellence pour la chirurgie de l'obésité. Voilà, donc je dis à tous ceux qui nous écoutent que l'obésité c'est une maladie, c'est pas une fatalité.
Faites le premier pas, les solutions il existent, les équipes spécialisées existent partout, il n'y a pas que nous, il y a beaucoup d'hôpitaux, beaucoup de cliniques qui pratiquent cette chirurgie, c'est assez réglementé et ça donne de très très bons résultats. Nous vraiment, ce qui nous fait tenir et qui nous fait avancer, c'est les grands remerciements que nos patients et nos patientes nous disent quand ils ont perdu du poids et qu'ils viennent à la consultation. Ils nous disent un grand merci du fond du cœur en nous disant « vous avez transformé ma vie ». Et donc là, pour nous, c'est une très grande récompense et ça nous permet d'aller vers l'avant et de continuer à servir et à progresser dans le développement de cette technique. Je vous remercie. Merci, docteur Rachid. Merci, docteur Vauduit, le mot de la fin, vous aussi, vous allez l'avoir, bien sûr. Oui, alors c'est pour faire la publicité, la réclame de la prochaine émission. Ce sera le 3 janvier. Ce sera la prise en charge de la douleur par le docteur Philippe Autrey, qui est également du centre hospitalier Compiègne-Noyon. Il va nous parler de la douleur, de solutions possibles, que aussi bien pour les cancéreux que les non cancéreux, pour la douleur. C'est au mois prochain. D'accord, ça sera encore une émission très intéressante. On va demander aux auditeurs justement de prendre rendez-vous. On rappelle la date, le 3 janvier 2018. Déjà, on aura déjà terminé l'année. On vous souhaitera la bonne année en même temps, ça sera l'occasion. Voilà. Ludo, merci. Oui, merci Edwige. Merci messieurs, dames. Merci Nicolas de nous avoir donné votre temps en bénévolat. Je l'ai retenu. Merci aussi Nicolas. C'est vrai que c'est gentil de nous avoir fait la technique. Et d'ailleurs, si vous voulez, comme Edwige, comme Ludovic, ou comme Laure, ou comme Mado qui sont intervenus aujourd'hui, ou comme moi, être animateur sur l'antenne de Radio Puisalène en tant que bénévole, n'hésitez pas à nous contacter au 03 44 75 10 97. C'est le numéro du bureau, du secrétariat. Je vous donne toutes les informations et comme ça, peut-être que vous allez rejoindre notre équipe de Radio Puisalène. Justement, Nicolas, que peut-on faire pour être animateur? Déjà, appelez le bureau, effectivement, et proposez votre émission. C'est-à-dire que on est assez ouvert au niveau des émissions. On peut, si vous avez un thème, par exemple sur, alors les années 80, il y a des animateurs déjà qui sont présents, mais pour l'instant, on n'a pas encore d'émission sur le jazz. Je pense au jazz, par exemple. Il n'y a pas d'émission sur le jazz. Il n'y a pas d'émission sur les résultats sportifs. Si vous avez un sujet. Expliquer quand même, qu'il y a une formation au démarrage. Ça passe à travers une formation de quelque temps, et après, si vous êtes apte ou pas parce que forcément il y a des formations qui n'arrivent pas jusqu'au bout. Si vous êtes apte ou pas à passer l'antenne, et si vous êtes apte, vous venez rejoindre simplement la grande équipe qu'on est déjà. Et puis et c'est facile. C'est facile. Et devenir animatrice, c'est très facile. Et une équipe qui s'agrandit au fur et à mesure. Je dirais franchement, la présidente n'est pas facile à vivre, mais ça on le répète à personne. Mais c'est comme ça, va falloir me supporter jusqu'à la fin de l'année. Mince. Merci Nicolas. À bientôt. Merci de votre fidélité. Très bonne soirée à tous sur Radio Puisalène. Un souffle neuf dans vos oreilles. Et ça fait 35 ans que ça dure.